va justement t'écouter Oui. encore, Ah Nicolas, oui, avec je parle beaucoup aujourd'hui. ta chronique. Et au début, je pensais que ma chronique avait aucun lien avec l'imaginaire, et plutôt avec l'imagination. Et en fait, je vais faire un lien Si. avec l'image. Ma chronique. Ah, non, mais Ma chronique. moi, je dis que si. Moi, Et je vais faire un lien avec l'imaginaire après. Quand tu dis ma chronique. Non, Donc, non, la non. non-chronique Anatomie du Game Design qui va nous parler. Ouais, donc, j'appelais du- ça non chronique, puis Finalement, c'est une chronique. ouais, d'accord. voilà. Du Je vais gameplay vous- émergent. Voilà, je vais parler du gameplay émergent. Donc déjà, je vais faire un peu de philosophie, mais je vais faire un tout petit peu de philosophie parce que je suis nul en philosophie. Mais émergence, en fait, c'est un concept de philosophie qui a un adage qui est que le tout est plus que la somme des parties. Et ça a un lien. Le gameplay émergent, qu'est-ce que c'est? Bon, j'arrête, je ferme la parenthèse philosophique et je la verrouille. Attends. Donc, qu'est-ce que c'est que le gameplay émergent? Dans les jeux vidéo, il y a deux grandes familles de jeux vidéo. Il y a les jeux déterministes et il y a les jeux systémiques. Donc les jeux déterministes, c'est les jeux qui vont qui vont encadrer le plus possible en fait ce que le joueur va pouvoir faire dans le jeu. Donc on peut voilà, il y a Call of Duty, tout ça. En fait, on n'a quasiment aucune liberté. Donc quand on joue à des jeux comme ça, la plupart des jeux de sport, même si je pense que dans des jeux de foot, il pourrait y avoir du gameplay émergent, mais je vais vous expliquer après. Mais voilà, ça c'est des jeux déterministes. Et on a les jeux qui ont une approche systémique, en fait, qui sont des systèmes. Et ces systèmes, ils vont parler entre eux, ils vont s'entrechoquer quand le joueur va jouer. Et parfois, ça peut créer des choses qui sont inattendues et créatives. Et c'est ça le gameplay émergent. Gameplay émergent, c'est quand les joueurs vont inventer des nouvelles façons de jouer avec un jeu, alors que ce n'était pas du tout prévu par les développeurs du jeu initialement. Quand je prenais mon café avec Arthur, là, je lui ai parlé d'une de mes premières rencontres avec le gameplay émergent. C'était le Rocket Jump. Mm. En fait, quand j'étais adolescent, je jouais beaucoup à Quake 3 et Unreal Tournament. Et les joueurs ont inventé un mouvement incroyable en fait à l'époque. C'était le Rocket Jump, c'est-à-dire que en fait, ils sautaient. Donc c'est un jeu d'arène, on s'affronte et il faut tuer le plus possible de personnes. C'est très C'est poétique très- et très pacifique. rapide. Ouais. Mais c'est très Et- rapide aussi. Ouais, c'est assez nerveux comme jeu. Et en fait, ils ont inventé ça. Et ils sautaient et en fait, ils tiraient une roquette à leurs pieds et ça leur permettait de faire des bonds hallucinants, vraiment, et d'aller dans des endroits. Et ils réinventaient en fait la façon de parcourir le niveau et de s'affronter dans l'arène. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été prévu par les développeurs, mais qui est devenu en fait une espèce de standard dans ce genre de jeu où tous les jeux, je pense, il y a des rocket jump maintenant. C'est un peu. Enfin, j'imagine que c'est un peu obligatoire. Même dans Doom Dark Ages, tu peux le faire, je pense, maintenant, en 2025. Et c'est ça le gameplay émergent. C'est souvent une confrontation de systèmes assez simples de jeu qui vont produire des choses complètement inattendues et un peu chaotiques. Je vais vous donner plusieurs exemples. Si vous avez joué à Deus Ex de Warren Spector, il s'est passé quelque chose dans Deus Ex qui a surpris beaucoup les développeurs, c'est que on pouvait acheter des mines, on pouvait mettre sur les murs, et en fait c'était des trucs, les monstres passaient, ça explosait, etc. Et en fait, les joueurs ont détourné ce truc-là. En fait, les joueurs mettaient les mines contre les murs, et en fait, ils s'en servaient comme escalier. En fait, ils sautaient sur les mines, ils pouvaient monter sur les mines, et du coup, ils pouvaient accéder à des endroits du niveau qui, normalement, ils devraient pas avoir accès, mais du coup, ils arrivaient à détourner en fait le jeu et à créer de nouvelles façons de jouer comme ça. Aujourd'hui, il y a des tonnes de jeux qui font ça, qui s'en servent comme... voilà, on peut citer les jeux de l'Ariane Studio, là, les Divinity par exemple, qui vont utiliser des mécaniques assez simples. Voilà, l'électricité dans l'eau, ça électrocute, le feu et la glace, ça fait de la vapeur, etc. Et les joueurs utilisent ça, le détournent et créent de nouvelles façons d'utiliser, en fait, de faire ce qu'on pourrait appeler des combos en plus, parce que là c'est des RPG, mais comme ça. J'ai aussi un exemple, alors là, pour les plus anciens, je vice-versa. J'ai découvert que Timothy Kane avait une chaîne YouTube, je savais pas, c'est vraiment très bien. Timothy Kane, c'est le créateur de Fallout, le premier Fallout. Et il a une anecdote qui est assez géniale sur le gameplay émergent, c'est que quand ils étaient en train de faire Fallout, en fait, à un moment donné, ils se sont dit, tiens, il faudrait qu'on rajoute une mécanique de pickpocket. On va rajouter des mécaniques. Comme les développeurs, c'est des feignants, puis bon, ils étaient peut-être 4-5 à faire le jeu. Donc.
Ils se sont dit, je vais gagner du temps, je vais utiliser une mécanique qui est déjà dans le jeu, qui s'appelle le borrowing. En fait, on pouvait emprunter des trucs au PNJ. Et du coup, je lui dis, je vais juste mettre un petit flag. Attention, vous êtes en train de faire du pickpocket, c'est pas bien, machin. Et il dit, c'est bon. Hop, il a envoyé ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que les joueurs, ils faisaient du pickpocket, mais en fait, ils prenaient pas les objets, ils mettaient des grenades. Du coup, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire ça. Du coup, les pickpocket, ils mettaient c'est pas du tout prévu, ils mettaient des grenades dans les PNJ, puis après ils se barraient, puis les PNJ explosaient, etc. Et ils l'ont laissé, parce que du coup, c'était assez drôle. C'est souvent drôle, hein, le gameplay émergent, ça crée souvent des situations assez drôles. C'est d'ailleurs un moteur énorme des speedrun, parce qu'en fait, surtout dans le 1%, mais même, donc 1%, c'est toutes les méthodes qu'on veut. C'est que du gameplay émergent. C'est tout le temps des détournements des mécaniques de jeu, des façons de jouer qui n'est pas prévu, sauter sur des endroits, faire des trucs. C'est que ça. Et voilà. Donc, à partir d'une mécanique de jeu basique, on part sur du mécanique. Oui, Breath of the Wild. Ouais. Alors, surtout, je dirais plutôt Tears of the Kingdom, parce qu'il y a aussi l'émergence de gameplay émergent, si je puis dire. Elle a suivi énormément la révolution des moteurs physiques en fait, dans les jeux. Plus les jeux évoluaient, plus ils étaient complexes, ils avaient des moteurs physiques qui permettaient de plus en plus de choses. Plus les joueurs se sont amusés en fait, à détourner le jeu, à faire des choses. Mettre dans Dishonored, il y a des verres. Les joueurs en fait, mettaient des grenades sur les verres et en fait, lançaient les verres plutôt que les grenades parce que ça avait un effet. Dans le script du jeu, ça avait un effet différent. Au niveau de l'alarme, tout un truc. Les joueurs détournent les règles du jeu et les approprient. Et c'est toujours très créatif, en fait. Et il y a même des jeux encore. Tears of the Kingdom, il a peut-être 2 ans. Je ne sais plus comment il est. Ouais, ça. Et même, il y a encore, avec tous les outils, toutes les mécaniques de jeu que les développeurs ont mis dans le jeu, il y a encore des gens qui trouvent des nouvelles façons d'aborder le jeu, etc., de faire des construction, de faire des trucs assez foufou. Voilà, donc c'est gameplay émergent, c'est du point de vue d'un joueur, c'est à la fois drôle, c'est très gratifiant parce qu'en fait c'est comme si on avait imaginé une autre façon de jouer qui n'était pas prévue, donc on a un peu cet effet de j'ai hack le jeu. Je suis plus intelligent que les développeurs. Voilà, j'ai hack le jeu, j'ai inventé une nouvelle façon de jouer, etc. Enfin voilà. Le gameplay émergent, c'est bien. Mangez-en. C'est génial. Il y avait la question aussi, comme le roleplay sur GTA. Alors, ça, c'est plutôt du détournement, je dirais. Ouais. C'est vraiment dans le gameplay émergent, c'est vraiment jouer d'une façon inattendue, quoi. C'est à réussir à aborder des situations et faire des choses qui n'étaient pas prévues vraiment par le développeur et qui sont. Mais c'est souvent en plus au détriment du jeu, comme tu disais par exemple pour Quake, où c'était vraiment à partir d'un bug en fait d'un jeu où en fin de compte, et ça que je trouve qui est cool, c'est qu'il y a un travail entre vraiment le joueur et les développeurs où les développeurs, plutôt que de se dire non, c'est un truc qu'on n'avait pas prévu, on va le corriger, on l'enlève, ils vont dire en fin de compte non, pourquoi pas le laisser en fait. Et pour Quake, pour le coup, c'est des choses qui se retrouvent en fait encore aujourd'hui dans plein de jeux de FPS parce que le moteur de jeu de Quake a été repris par plein d'autres jeux. En fait, si tu regardes Unreal aussi, Unreal, toute la hiérarchie en fin de compte des moteurs de jeu, tu te rends compte que il y a eu Quake, il y a eu Doom, et après, à partir de ça, il y a eu des modifications faites au moteur du jeu pour être réutilisées dans Half-Life, dans Counter-Strike, dans Overwatch, tout ça. Donc en fait, tu as des petits bugs de code qui étaient déjà présents dans les anciens jeux qui se retrouvent en fait dans ces jeux-là, dans les Call of Duty. Donc ils se posent la question à chaque fois, les joueurs, de se dire ok, donc ça c'est l'arrière-petit enfant entre guillemets de ce jeu-là. Donc est-ce que cette technique-là qui était possible dans ce jeu-là, je peux la refaire, la reproduire dans ce jeu qui est sorti encore récemment en fait. Comme dans les jeux Bethesda. Comme dans les jeux de Bethesda, c'est ça. Qui est utilisé sur des années. Et juste pour terminer, Timothy Kane, justement, lui, dans l'approche qu'ils ont eue dans Fallout, c'est qu'ils ont essayé. Parce que, en fait, quand il faut que je fasse un parallèle avec les jeux de société quand même.
En fait, du coup, ils se sont dit mince, comment on va faire pour essayer de couvrir le plus possible de façons de faire les quêtes dans Fallout, en fait. Parce qu'ils disent, mais les joueurs, ils vont nous sortir des trucs de l'enfer, quoi. Ils vont inventer de nouvelles façons, etc. Et lui, il disait qu'il fallait le plus possible prévoir toutes les possibilités, mais que c'est impossible, en fait, d'imaginer tout ce qui est. Et qu'il faut juste, à un moment donné, mettre des. Par exemple, si c'est une quête, une récompense générique de quête qui va donner l'illusion aux joueurs que la façon dont il a filé la quête, elle est originale par rapport à ce qui était prévu, quoi. Mais c'est impossible de faire de tout prévoir. Et d'un point de vue des jeux des jeux de société, je dirais, alors je vais citer encore Gloomhaven, mais je trouve que les jeux comme ça, comme Gloomhaven, qui ont une profondeur, énormément de classes, parce que dans Gloomhaven, il y a 17 classes, chaque classe a sa mécanique de jeu. Là, le gameplay émergent, je pense qu'il peut émerger justement parce que on peut inventer de nouvelles façons de jouer. On est 4, on a chacune une classe différente. En plus, on peut combiner toutes les classes de tous les jeux, en fait, parce que dans Frosthaven, il y en a 17, il y a aussi dans les Mâchoires du Lion, il y en a 4. Donc, en fait, ça fait 38 classes de jeux avec leur propre mécanique de jeu qu'on peut combiner. Et de là, à mon avis, il y a du gameplay émergent qui peut sortir, c'est à peu près certain, quoi. Mais bon, j'ai pas trop d'exemples de jeux de société avec beaucoup de gameplay émergent. Je crois qu'il y a Tigre et Euphrate qui est cité souvent comme ça, mais j'y ai jamais joué. Et je vois pas d'où ça peut. Alors, j'y ai joué. Peut-être dans les jeux sandbox. Pourquoi il dirait ça de Tigre et Euphrate? Je sais pas. Ou alors je me trompe de nom. Je sais plus. En fait, c'est sûr que je pense qu'on a des stratégies on a des stratégies qui sont quand même contraires à ce que le jeu nous invitait à faire initialement, si peut-être sur le développement des royaumes, en fait, de pas développer son propre royaume et puis d'aller s'installer chez les autres de façon agressive. Ouais, il y a des façons de jouer qui n'étaient pas, à mon avis, pensées initialement par Rainer Knizia. Mais c'est ça, c'est Knizia, oui. Ouais. Moi, ça me fait. C'est pour ça que je souriais. Je disais, en fait, moi, quand je faisais les jeux vidéo, il y a que ça qui m'intéressait. En fait. Ouais, j'avoue. Il y avait mon petit frère qui rigolait. Enfin, je vais dire bêtement, il rigolait à côté de moi en me regardant jouer, mais c'était juste le truc de tout tester, voir ce qui était faisable ou pas. Mais en fait, le jeu en lui-même. Donc, effectivement, le bonheur qu'on avait quand on s'apercevait que le type qui est dans notre équipe, il peut porter de façon infinie de l'équipement. D'ailleurs, dans la série Fallout, alors je pense que ils font une blague, la série télé, ils font une blague là-dessus sur le quand et le type qui transporte le matériel et qui a tout son matos et tout. Et parce que c'est vrai que moi, le principe de mule, j'aimais bien ça. Et puis pareil, de se dire, de tester plein d'endroits, tirer dans des murs, voir ce qui se passe. Les armes. C'est clair. Voilà. C'est génial de se dire qu'on peut, enfin moi qui ne m'y connais pas en développement, que tu peux créer un espace-temps, un jeu qui après vit sans toi, enfin qui échappe à la maîtrise. Oui, et puis qui vit longtemps. Mais ça a vraiment suivi cette amélioration des moteurs physiques là. C'était vraiment. J'ai plein d'images de Half-Life 2 quand ils ont présenté leur moteur physique. Et les gens ils devenaient fous, quoi. Ils imaginaient tous les trucs qu'ils allaient pouvoir faire avec ça. Enfin, c'était. Dans Red Dead, je crois que quand on a une tente et qu'on jette 2 couteaux au pied. Non, c'est où il y a un pont. Quand il y a un pont, tu jettes 2 couteaux et il se met à partir comme ça. Et tu passes avec ton cheval, mais tu fais des bonds dessus. Tu meurs après, mais. Ouais. C'était dans. Je crois que c'était dans GTA Online aussi. Quelqu'un se mettait contre une porte planquée, donc la porte était ouverte et quelqu'un arrivait avec une voiture sur la porte ouverte. La voiture était envoyée pareil dans le ciel, donc c'était Moi, j'ai passé des après-midi à faire ça avec un ami. Ça servait à rien, mais c'était très très drôle, quoi. Dans les Sims, j'imagine que tu peux facilement trouver aussi. Ouais, dans les Sims 2, tu pouvais mettre le bébé dans le barbecue. Mais t'as essayé des trucs. avec les bébés. Ah non, mais c'est pas mal. Moi, je l'ai pas testé. Non, mais vraiment, il y a ce bug-là que tu peux faire. Tu peux mettre un bébé dans un barbecue. Il lui arrive rien, hein, mais c'est juste un bug d'affichage où en fait, il met. Vraiment comme si c'était son berceau, en fait. C'est un peu bizarre. Baldur's Gate 3, justement, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il joue à fond sur ça, quoi. Vraiment, D'ailleurs, il y a une vidéo de Matt Mercer, là, le espèce de superstar qui est très, très cool, hein, qui fait maître du jeu, là, Critical Role, je crois. Il avait fait une vidéo où il montrait comment il faisait un truc dans Baldur's Gate 3 et il y avait
le game director de Baldur's Gate 3, là, celui qui était vu en armure, là, j'ai oublié son nom, et qui regardait la vidéo, il se dit ah oui, c'est vrai, c'est pas mal ce que tu as fait, parce qu'il arrivait à empiler plein de caisses. Moi, c'est ce que je faisais, moi. Ouais. Ah ouais, Moi, je me l'empiler- mettais en mode invisible, j'allais déposer des caisses à côté des types, et en fait, les boss les plus forts, en fait, c'est pas dur. Les feux d'artifice, les caisses de feux d'artifice. Ah, mais lui, il arrivait à je- atteindre un endroit, je crois qu'il empilait plein de caisses, et il arrivait à atteindre un endroit, puis oui, bah, dit, oui,